Il y a des gens qui lâchent leur travail, parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est trop cher. Il y a des mamies, qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible. Ce que j'adore, c'est que les libéraux nous disent: «Oui, mais vous voulez vraiment que des caissières et des caissiers continuent à travailler, les pauvres, dans ces emplois, si peu valorisants?» Je dis: «Bah oui, mais l'emploi dans un entrepôt, de logistique, c'est pas vraiment mieux». J'ai appris sur l'industrie, j'ai appris sur le commerce, j'ai appris sur les élus locaux, les corruptions locales, sur le gouvernement, sur plein de choses. C'est pas possible d'être bloqué aussi près du but par des députés LREM qui ont été élus par le fait du prince, un peu des gens qui ont débarqué en politique, mais sans avoir de ligne et de colonne vertébrale politique, ni d'idéaux, ni de valeurs. Sachez que vous êtes chez Amazon là. Vous savez que Twitch Ouais, je appartient à sais, ouais. Amazon. Vous êtes au courant? Je leur fais un petit bonjour. Mis du café, mis du café. Bonjour, bonjour, vous êtes au poste, bonjour. Vous êtes prête? 3, 4, boum. Bonjour, bonjour Alma. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, c'est la course un petit peu. Je C'est viens la d'annoncer course. ma candidature, là, en ce moment même, donc c'est voilà, c'est la course. Alors c'est un plaisir de vous recevoir au poste. Sachez que vous êtes ici, sur, la demande populaire, hein. Ce sont des gens dans le Discord de l'émission qui vont dire: «Ah il faut l'inviter, elle est super». Donc je vous ai invité et vous m'avez dit oui tout de suite. Bah oui, je vous ai dit oui tout de suite parce que je connais bien votre travail, voilà, sur les violences policières. J'étais, moi-même victime de violences policières, donc j'ai beaucoup suivi ce que vous avez fait, notamment, pendant les gilets jaunes parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce sujet, on va dire, à titre personnel et donc effectivement, quand vous m'avez invitée, j'étais plus que ravie de venir, dans votre live. À 2 reprises, vous avez essuyé des cartouches de LBD. Mmh. Oui, j'ai eu la chance de pas être touchée, c'est-à-dire qu'elles me sont passées, on va dire, voilà, autour et donc je n'ai pas eu de trauma physique, j'ai juste eu un trauma, psychologique comme énormément de gens, c'est-à-dire une très, très, très grande peur physique, pendant plus d'un an, dès que je croisais la police, j'avais les jambes qui tremblaient et c'était un peu compliqué du coup pour militer, et pour continuer l'activisme dans ces conditions, mais progressivement, je m'en suis plus ou moins remise, en tout cas j'espère, voilà, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à pas mal de gens qui eux ont été blessés et blessés gravement. Vous pensez que les questions de police, les questions de maintien de l'ordre, vont, faire l'objet de discussions dans votre campagne ou pas du tout, par exemple? C'est important parce que, je ne sais pas si vous avez suivi juste avant le premier tour, il y a eu une affaire, qui a beaucoup tourné sur BFM TV, dans une ville qui s'appelle Cantleux. Voilà, donc Cantleux se trouve, effectivement, sur la circonscription, dans laquelle je vais me présenter, donc la 4e circonscription de Seine-Maritime. Effectivement, c'était une affaire de jeunes qui ont assailli enfin, il y avait une arrestation qui était en cours, avec un jeune qui se débattait et qui hurlait parce qu'il semblait souffrir, de la manière dont les policiers le maintenaient au sol. Donc on connaît un peu ces phénomènes et effectivement des jeunes qui le connaissaient sont venus à sa rescousse et ont eux-mêmes, poussé la police et caillassé la voiture et brisé, une vitre de la voiture de policier. Ça a fait tout un buzz comme on connaît BFM TV pendant plusieurs jours. Donc effectivement, c'est un sujet, là où je vais me présenter et puis plus généralement, oui, c'est un sujet pour la jeunesse et on l'a vu en tout cas dans la campagne présidentielle. C'est intéressant parce que clairement, moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai choisi aussi, le camp de l'Union populaire, c'est que Jean-Luc Mélenchon était la personnalité politique, bon, de gauche et puis en général, la plus claire, en fait, sur le fait qu'il existe des violences policières. La personne qui osait vraiment le dire, rester droite sur ses valeurs et sur ses principes, tandis que bon, voilà, il y avait eu un peu on va dire des vacillements, du côté d'autres partis et on voit que pour les jeunes, qui nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus, dans les scrutins. Enfin, dans le scrutin, en fait, ça a eu une importance et c'est un sujet qui revient souvent, dans la bouche notamment des jeunes, qui soutiennent l'Union populaire et maintenant, la nouvelle Union populaire. Parce que a priori, vous aviez, un peu le choix du prince, hein, les Verts ou l'Union populaire, hein, c'était Jadot ou Mélenchon. Alors évidemment, si la question de la violence policière s'est posée, c'était vite réglé. Ouais, tout à fait. Bah, le choix, c'est-à-dire que comme beaucoup d'activistes pour le climat, je travaillais à la fois avec les uns et les autres.
Souvent, en réalité, on se rend compte que dans ces partis-là, il y a des gens qui sont très proches, qui défendent des valeurs très, très proches, des idées, similaires. Donc on se demande, quand on n'est pas encarté soi-même et qu'on vient de la société civile, on se demande pourquoi il faudrait, qu'il y ait une compétition politique entre ces forces-là. Après quand j'hésitais, Jadot n'était pas encore élu à la primaire, donc sa ligne n'avait pas encore, triomphé. Après vite, ça devenait de plus en plus difficile d'imaginer, y aller avec les Verts et soutenir du coup la candidature d'un Jadot. Et puis moi, à titre personnel, j'avais toujours voté Union populaire, enfin France Insoumise. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai effectivement pris mon temps pour choisir et je le regrette pas du tout. Au départ, vous êtes illustré par une bataille contre Amazon, dans un collectif qui s'appelait Plus jamais ça, qui regroupait, je crois des associations, des syndicats. Est-ce que vous pouvez, je suis désolé, mais nous raconter votre bataille? Cette La première bataille. bataille? Bah, qui est toujours pas finie en fait parce que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je me présente pour être candidate à la députation. En fait, pendant la loi climat, on avait réussi à convaincre et la gauche et la droite, c'est-à-dire du PCF aux Républicains quand même, d'adopter un moratoire sur les nouveaux projets, d'entrepôts de e-commerce. Et en fait, on s'est fait balayer par la majorité La République en marche C'est qui ça. était, tellement majoritaire en fait, qu'il y avait plus vraiment de débat démocratique dans ce pays et vous aviez beau mettre d'accord, voilà, le PCF et les Républicains sur un sujet, ce qui est quand même très rare, je dois le dire. Bah, ça fonctionnait pas, ça marchait quand même pas parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux et qu'ils ont utilisé des procédures accélérées, des trucages et cetera, à plein de reprises pendant ce quinquennat et que du coup la démocratie ne fonctionne, plus vraiment bien, la démocratie parlementaire. La démocratie dans la rue, on le sait, ne fonctionne pas non plus. En fait, moi, je me suis battue pendant 5 ans contre Amazon. On a tout donné, moi et mes camarades, vraiment, j'y reviendrai, mais on a remué ciel et terre, on va dire. Et c'est pas possible d'être bloqué aussi près du but par des députés LREM qui ont été élus par le fait du prince, un peu des gens qui ont débarqué en politique, mais sans avoir de ligne et de colonne vertébrale politique, ni d'idéaux, ni de valeurs. Et en fait, ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, en fait, il faut qu'il y ait des gens comme moi, il faut qu'il y ait plein de gens qui essayent aux prochaines législatives de les remplacer un à un, de grignoter un peu leur pouvoir. Quels sont les dangers pour vous, du e-commerce? Parce que si j'ai bien compris, vos entretiens, ça c'était très intéressant. C'est d'ailleurs vous l'avez dit, c'est pas uniquement Amazon en fait, hein, c'est ce système-là de commerce avec des entrepôts gigantesques. C'est ça qui vous inquiète, qui vous inquiétait. En 2 mots, c'est quoi les dangers selon vous que représente le e-commerce? Et il y a Amazon parce que, bon, on y reviendra, mais Amazon est aussi une entreprise, vraiment à part entière, qui a une volonté hégémonique et une puissance, économique qu'on a rarement vue, en fait, chez aucune entreprise, dans le monde. Donc C'est le je leur LFI du e-commerce quoi. je leur non, on aimerait bien, on aimerait bien. Ah ah, vous voyez? Vous êtes mon modèle, c'est mon modèle, en fait. Non, mais le e-commerce, Jeff effectivement, Bezos Mélenchon. c'est ce serait incroyable. Non, Jeff non, Mélenchon. je pense qu'ils sont pas très, très, très à l'aise là en ce moment de ce qui se passe en France. Bon, de toute manière, ils savaient qu'il y avait déjà un French problem. Ça, c'est Jeff Bezos qui avait dit ça. Non, mais sérieusement, hein, C'est il a vrai? vraiment dit ça. Il a Oui, vraiment dit ça? oui, parce que c'est vrai qu'entre nos actions à nous, on leur a coûté quand même 5 énormes entrepôts en France, donc ça fait quand même beaucoup, 5 projets, plus les syndicats qui sont quand même pas mal plus combatifs qu'ailleurs et cetera. Et c'est vrai qu'ils arrivent pas à faire leurs lois comme ils la font dans d'autres pays. Donc pour revenir sur votre question, sur ta question, je sais pas si on se tutoie? Ouais, on Heu, peut se tutoyer, il y a pas de problème. du coup sur le e-commerce, en fait, Dans les commissariats, on se tutoie facilement. c'est vrai, même quand on l'a pas demandé, nous on vous Oui, voit déjà: «Le monsieur, c'est ça, l'agent, c'est ça, c'est ça. ta gueule». C'est vrai, ça c'est un peu bizarre. Non, du coup, sur le e-commerce, en fait, il y a plein de e-commerce différents. De toute manière, le e-commerce, c'est une réalité, on va pas revenir en arrière, ça existera, je pense maintenant probablement toujours. Par contre, la question, c'est effectivement le e-commerce, quand il est exercé par des multinationales, gigantesques comme Amazon, comme Alibaba et cetera. C'est qu'en fait, c'est un modèle économique qui, détruit de l'emploi, détruit énormément d'emplois. En fait, parce que quand vous faites du e-commerce, alors certes, vous avez la livraison, qui est, une étape supplémentaire par rapport au magasin, mais vous supprimez le magasin, vous supprimez, les vendeurs, les gens qui s'occupent du magasin et cetera. Et en fait, du coup, mathématiquement, c'est prouvé statistiquement et dans des études économiques, ça détruit 2 fois plus d'emplois que ça n'en crée.
et ça commence à avoir un vrai impact. C'est-à-dire que dans les années 80, on a eu une vague de désindustrialisation du pays, où on a vu, plus de 2 millions d'emplois industriels disparaître. Maintenant, on est en train de voir une vague de, je sais pas quoi, de décommercialisation du pays, c'est-à-dire que Ouais, des emplois ouais. qui, à la base, n'étaient pas trop automatisables, pas trop délocalisables, sont en train de le devenir via le e-commerce. Et alors, c'est moins massif pour l'instant, mais on a quand même perdu déjà 85 000 emplois depuis 2010 en France, en solde net, hein, donc c'est-à-dire quand on compte création et destruction, à cause des géants du e-commerce. Donc c'est une vraie hécatombe sociale dont personne ne parle beaucoup, parce que c'est un effet diffus, en fait. C'est telle marque qui va faire faillite, telle chaîne de magasins qui va mettre la clé sous la porte, et en fait, on a juste un petit feuilleton et les médias font pas vraiment leur travail de raconter, pourquoi toutes ces marques font faillite les unes après les autres. Pourquoi même avant le Covid, en fait, on a commencé à avoir des faillites en cascade dans certains secteurs du commerce et notamment du textile. Et en fait, c'est pour ces raisons-là. C'est parce que le e-commerce grignote des parts de marché, à ces magasins depuis, trop d'années, et qu'ils n'arrivent plus à être rentables et que leurs actionnaires suivent plus. Et en fait, aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est arrivé, depuis plus longtemps puisque le e-commerce était plus avancé, et là-bas, on ne fait pas de mystère, que le e-commerce détruit des emplois. Aux États-Unis, on appelle ça la retail apocalypse, l'apocalypse de la grande distribution. Ce que j'adore, c'est que les libéraux nous disent: «Oui, mais vous voulez vraiment que des caissières et des caissiers continuent à travailler, les pauvres, dans ces emplois, si peu valorisants?» Je dis: «Bah oui, mais l'emploi dans un entrepôt, de logistique, c'est pas vraiment mieux.» Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réduit le temps de travail et on n'a pas offert de garantie à l'emploi. Donc jusqu'à preuve du contraire, dans un monde néolibéral, détruire 85 000 emplois en sol net, c'est pas sans conséquence sur la population en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça, c'est pourquoi les écolos comme nous s'intéressent à ce sujet, c'est que ça pollue énormément. Ça pollue encore plus que la grande distribution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à plus consommer, via les sites de e-commerce parce que c'est moins cher. Donc c'est des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, en Chine, grâce aux usines, enfin grâce aux centrales à charbon, très, très, très concrètement. En plus, comme la traçabilité, est beaucoup plus compliquée, sur les plateformes de e-commerce, on a aussi des cas où les produits respectent pas les normes basiques européennes, quoi, sur l'environnement et sur la toxicité. Donc voilà, ça, c'est un autre sujet, c'est la pollution. Donc par exemple, Amazon vend 15 milliards de produits dans le monde chaque année. Enfin, ça, c'était il y a 2 ans, donc ils ont dû encore augmenter. 15 milliards de produits, ça veut dire plus de 2 produits par habitant de la planète, donc c'est absolument colossal. Et c'est une source de pollution absolument énorme, parce que c'est la fabrication de ces produits qui pollue énormément. En gros, les émissions de la fabrication des vêtements dans le monde, c'est à peu près 8 des émissions mondiales. Donc c'est quand même, beaucoup, Ah par oui. exemple. Il y a aussi le transport par avion des produits pour aller très vite, pour vous livrer en moins de 24 heures. Amazon, Alibaba, et cetera, augmentent le transport par avion, des produits. Et typiquement, là, en France, l'année dernière, il y a eu plus de 300 millions de colis e-commerce qui ont été livrés par avion à Roissy-Charles de Gaulle. Sachant que 300 l'avion, millions. ouais, c'est énorme, et sachant que l'avion, ça pollue 7 fois plus que le camion et 100 fois plus que le bateau. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a, il y a rien de vertueux dans le e-commerce? Il y aurait pas, Rakuten serait pas meilleur ou la Fnac serait pas meilleure que Amazon? C'est le système lui-même qui est vicié ou est-ce qu'il y a des différences? Alors le système est clairement vicié. Les places de marché comme, Rakuten, Alibaba, Wish, Shein, pardon, Amazon, c'est vraiment le pire du pire. Fnac.com, oui, c'est pas terrible non plus, enfin, parce qu'en fait, ce qui est place de marché, ça veut dire, vous savez, c'est les grandes foires où vous trouvez vraiment des produits pas chers qui, en général, fraudent la TVA. Ça, c'est un autre sujet. Je commence à empiler tous les tous les problèmes. Parce qu'en fait, c'est le modèle place de marché qui fonctionne, enfin, qui est problématique. C'est ce modèle où vous avez des centaines de milliers de petits vendeurs qui vous propose des produits, donc sur un site web, qui est une place de marché. Vous achetez pas directement votre produit à Fnac ou à Amazon, vous l'achetez à un petit vendeur via l'intermédiaire de Fnac ou de Amazon, et en général, c'est écrit en tout petit, hein, que c'est pas Amazon qui vous vend le produit ou Absolument, Fnac, ouais, ouais. voilà. Et en fait, c'est ça ce modèle qui est très problématique, parce que ces sociétés-là sont en général des sociétés écrans, c'est-à-dire, des petits vendeurs, qui vont disparaître, toutes les 3 semaines, qui vont frauder donc à la fois les normes sanitaires, la TVA, et cetera, et qui ne seront jamais inquiétés, parce que si l'administration arrive, à les prendre la main dans le sac ou à retrouver, l'aiguille dans une botte de foin, on va dire, ils ont juste à fermer leur compte, à disparaître. Et en fait, ces petites sociétés, sont par exemple en Chine, et la France n'ira jamais,
jusqu'à poursuivre en Chine, une petite entreprise. En fait, il y en a tellement et c'est pour des sommes quand même relativement faibles qu'en fait, c'est une fraude massive et généralisée à toutes les normes que vous pouvez imaginer, qu'elles soient fiscales ou environnementales. Pour la faire courte, en gros, c'est ça le vrai problème, du e-commerce tel que développé par Amazon, parce que c'est lui qui a popularisé ce modèle, mais c'est pas le seul et maintenant il a, notamment Alibaba sur les talons qui va bientôt le remplacer en fait à terme, Amazon et c'est pour ça qu'Amazon ne peut pas vraiment, «s'améliorer» entre guillemets, même s'ils avaient envie de changer de pratique, et de respecter davantage les normes, de payer davantage les salariés et cetera. Le problème, c'est qu'ils sont maintenant eux-mêmes concurrencés par un modèle qu'ils ont eux-mêmes créé et en fait, leur stratégie, c'est vraiment d'être toujours le plus bas prix, le meilleur service client pour rester, la plateforme la plus demandée, en fait. Mais si, du coup, ils commencent à augmenter les prix parce que forcément, ça a un coût de respecter les lois et de payer bien les gens et ben, ils se feront délaisser pour Alibaba, par exemple, parce qu'ils auront c'est eux-mêmes qui ont créé ce modèle-là Bien sûr, et à la oui. fin, c'est ce modèle qui va les tuer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est illusoire d'attendre d'Amazon qu'ils changent d'eux-mêmes, en fait et qu'il faut c'est pour ça qu'il faut demander des lois et un encadrement, qui s'applique à tous les acteurs, quoi. Bleu comme l'enfer vous demande: «Est-ce que le e-commerce est bénéfique, au pouvoir d'achat?» Alors oui, alors, bah, ça forcément donc très concrètement, donc ce que je disais Donc sur là, on la est dans fraude la à merde alors? bah, oui, non, mais c'est une vraie non, mais attendez, c'est très, très intéressant parce que c'est pour ça que c'est une des raisons qui explique, que le gouvernement, au-delà de sa collusion avec Amazon en particulier, mais il y a une des raisons fortes qui explique que le gouvernement n'a absolument rien fait de sérieux pour faire respecter la loi aux acteurs du e-commerce et notamment sur la fraude à la TVA. Parce que c'est même pas la fraude à l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, c'est la fraude à la TVA. Tout le monde paye la TVA, tous les commerces de France payent la TVA. Le e-commerce ne paye pas la TVA en grande majorité. En 2019, Attaque, l'association Attaque avec qui on avait travaillé sur ce sujet-là, a estimé que le e-commerce, les places de marché du e-commerce avaient fraudé 5 milliards d'euros de TVA. 5 milliards d'euros de TVA pour vous donner un peu des ordres de grandeur, c'est, la baisse des APL, par exemple, ou c'était le montant de la taxe carbone au moment de la crise des gilets jaunes, par exemple. Enfin, c'est ce genre de montant, enfin, c'est des montants qui peuvent foutre le feu aux poudres à la société, on va dire, c'est C'est énorme, énorme, bien sûr. c'est colossal et donc effectivement, oui, vous gagnez bien sûr que vous gagnez en pouvoir d'achat, si vous payez de fait 20 moins cher tous vos produits parce qu'il y a pas de TVA dessus. Ça paraît évident. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bon déjà vous appauvrissez l'État parce que, mais ça on aimerait le changer, mais parce que pour l'instant la TVA c'est la première source de recettes de l'État. Ça on le dit pas assez, mais en fait, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, toutes les taxes et cetera, c'est rien comparé à la masse financière qui est générée par le paiement de la TVA quand vous achetez quelque chose. C'est un impôt injuste puisque c'est l'impôt qui pèse sur tout le monde pareil, quel que soit votre revenu. Mais en tout cas, c'est l'impôt principal. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, en fait, c'est une manière d'acheter la paix sociale parce que du coup, on va casser les prix des produits parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Pour casser les prix, on fraude l'impôt, on baisse les salaires, on met les gens en intérim, on utilise les travailleurs détachés, on paye les gens au Linspire, les livreurs, par exemple. Aujourd'hui, Amazon, via des cascades de sous-traitance, emploie des sans-papiers pour faire le sale travail, pour livrer les colis et c'est des gens qui ne sont pas payés. On a eu, bah, là justement, sur l'agglomération rouennaise, on a un cas où, un des sous-traitants d'Amazon a fermé et licencie et met sur le carreau, des travailleurs sans papiers, sans les payer, sans leur payer à leur fin de contrat. Voilà, enfin, ça c'est le modèle et donc du coup, vous appauvrissez la société en retour parce que vous payez moins cher les gens, ils ont des moins hauts salaires, donc vous devez rebaisser les prix. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux et nous, en fait, l'idée de l'Union populaire, c'est justement à l'inverse, créer un cercle vertueux, c'est-à-dire augmenter les salaires des gens, ce qui permet éventuellement d'augmenter un peu les prix des produits pour produire mieux, de façon écologique et sociale, et de créer à l'inverse un cercle vicieux d'augmentation des salaires et d'augmentation un peu du prix des produits. Alors qu'à l'inverse, là, on voit exactement le système inverse et Amazon est vraiment l'incarnation, la pointe avancée de ce modèle économique néolibéral qui n'a fait qu'un cercle vicieux de baisse de salaire, baisse des prix, baisse de salaire, baisse des prix depuis 30 ans. Pensez-vous que Nupes fera bloc devant les GAFAM? Qu'on soit de droite ou de gauche, ça commence à poser des questions d'indépendance pour notre pays qui sont assez critiques. Quand on parle d'Amazon notamment, je veux dire, l'hégémonie qu'ils ont sur la vente de produits, mais aussi sur le stockage des données informatiques commence à inquiéter tout le monde Oui. et globalement, j'ai vu un certain consensus quand même se dégager,
au sein des différents partis, qui composent l'ANUPS aujourd'hui, l'ANUPS, sur le fait qu'il fallait absolument, encadrer et réguler. Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est que les GAFAM, si on les attaque, ils ripostent et ils ripostent bien et c'est pas des gens qui vont se laisser faire. Si imaginons on arrive au pouvoir, je pense que les GAFAM pourraient avoir comme réaction d'essayer de nous assiéger. On pourrait avoir des problèmes, par exemple, sur le stockage de nos données informatiques. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des services publics qui stockent leurs données, sur Amazon. Il y a notamment les données, de l'éducation nationale où Amazon aujourd'hui héberge les données financières de toutes les entreprises en difficulté pendant le Covid. Par exemple, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses assez terrifiantes. Et on pourrait avoir des soucis parce que, en fait, si c'était que la France, on pourrait se dire voilà, bon, bah, la France est devenue un État d'extrême gauchiste, etc. Le problème, c'est qu'ils savent très bien il y a une dynamique qui est en train de repasser un petit peu du côté de la gauche, on l'espère, dans le monde, que nous, on va vouloir créer une alliance avec d'autres pays de l'Union européenne, qu'on ne sera pas tout seul. On nous accuse souvent d'être des isolationnistes, mais en fait, pas du tout. Donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., même l'Allemagne, si on y arrive. Et donc, en fait, là, pour le coup, ça va vraiment les faire flipper qu'on arrive à propulser une réforme en profondeur des règles européennes qui les forcent à payer plus d'impôts, payer mieux les gens, etc. Et ils ne vont pas se laisser faire, clairement. Parce que typiquement, des entreprises comme Amazon, si on fait ces réformes-là, elles peuvent s'effondrer. Elles peuvent s'effondrer parce qu'Amazon n'est pas rentable, en fait. Et ça, c'est à la différence d'un Apple, Amazon n'est pas vraiment rentable. Et donc, du coup, si C'est-à-dire? on casse je vais revenir mais c'est parce que là, on va se alors Amazon, en gros, Apple, c'est l'entreprise une des plus rentables du monde. Apple fait, par exemple, c'est l'entreprise qui fait, je crois, le plus gros bénéfice du monde ou à égalité avec une autre, mais il me semble que l'année dernière, c'était le plus gros bénéfice du monde. À l'inverse, Amazon fait quand même très peu de bénéfices par rapport à son chiffre d'affaires parce que son modèle n'est pas du tout celui-là. En fait, son modèle, c'est de casser la concurrence, via des prix bas, comme je l'expliquais, et Oui. de s'étendre, de grignoter et de s'étendre de secteur en secteur et pour ça, d'investir massivement, sans forcément avoir en face un retour sur investissement équivalent et Amazon, du coup, depuis des années, investit massivement sans générer de profit, notamment dans la branche vente, e-commerce et en fait, Amazon ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, par exemple. Tout comme d'ailleurs Google, ne verse pas de dividendes à ses actionnaires et Un peu comme au Amazon poste. À mon grand désarroi, je ne reverse pas de dividendes, à l'unique actionnaire que je suis. Mais bon, donc vous êtes, ça c'est viendra. une pyramide de Ponzi à toi tout seul. C'est ça, Mais en gros mais en rejoins la gros, voilà. pyramide. Mais le modèle Amazon, en gros, en fait, c'est pas qu'ils font pas de thunes, hein, parce qu'ils ont quand même le stockage des données, la publicité qu'ils font, qui génère pas mal d'argent, mais en fait, le e-commerce est un gouffre sans fond. En fait, le faire envoyer vos produits par avion, construire des plateformes aéroportuaires, construire les entrepôts, la livraison en moins de 24 heures, et cetera, c'est un gouffre. Leur modèle ne se tient que si ils ont, Un volume. qu'ils ont un très gros volume, qu'ils ont à la fois le stockage des données, le e-commerce, et cetera et aux États-Unis, par exemple, l'administration Biden, qui ne sont pas des gros gauchistes énervés, veulent démanteler Amazon. Veulent démanteler Amazon, c'est-à-dire séparer l'activité de stockage de données informatiques de l'activité e-commerce et ça, ça donc ils se battent, Amazon répond et se bat férocement contre ça parce que ça pourrait créer des gros problèmes parce que si vous démantelez le système, ça veut dire qu'Amazon ne peut plus forcément, en fait, être un jour rentable sur la partie e-commerce dans laquelle les actionnaires ont investi depuis des années et c'est la plus grosse capitalisation boursière américaine, donc ça peut faire mal quand même. Donc c'est pas des petits sujets. Donc imaginons qu'ils se disent: «Ah, la France va interdire tous les nouveaux entrepôts, nous empêcher de grossir et puis après il y aura l'Allemagne et cetera». Ils vont pas se laisser faire, voilà, tout ça pour dire ça, et ils vont pas se laisser faire et il y a d'autres, entreprises financières qui ont intérêt à ce qu'on ne bouge pas, comme BlackRock qui est le premier investisseur d'Amazon et cetera et cetera. Enfin, ça va pas bien se passer et donc pour finir sur ta question, moi j'ai peur qu'ils exercent des pressions très fortes et à la fois que notre alliance du coup se fracture parce que, sur ces pressions-là et par ailleurs que même la population, française ne suive pas, hein, parce qu'on me disait sur le pouvoir d'achat, tout le monde adore Amazon, toi tu utilises Twitch et toi tu vas me dire: «Hey, ils ont coupé ma chaîne Twitch, en représailles, moi comment je bosse maintenant?» mais voilà. Quand j'ai posté, ton annonce, ta venue, sur Twitter, immédiatement quelqu'un a répondu en disant: «Oui, mais l'emploi».
en disant Mmh. que, notamment dans ta circonscription, on y vient petit à petit, il y avait donc cet entrepôt gigantesque qui devait être implanté et donc là, la personne, j'ai plus en chiffres, j'ai plus en mémoire, mais donner un chiffre d'un nombre, conséquent, d'employés. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais. Bah, effectivement et c'était une des raisons pour lesquelles, je suis venue ici en particulier. Parce qu'il y a eu 12, dou on a soutenu 12 luttes locales contre Amazon en France. On a donc, fait échouer 5 projets d'entrepôt, dont celui-là à Petit-Couronne. Après il a échoué pour plein de raisons et pas que cette fois, pas que par notre faute parce que le site en fait industriel sur lequel il devait s'implanter, une ancienne raffinerie est très mal dépolluée, hein. Enfin, on a des flaques d'hydrocarbures qui remontent à la surface quand il fait un peu trop chaud, donc mais c'est effectivement un endroit où ça me questionnait parce que c'est une zone industrielle qui perd beaucoup d'emplois ces dernières années et même si Amazon détruit 2 fois plus d'emplois qu'il n'en crée dans le bassin, bah, aux gens directement qui attendent, des emplois depuis 5 ans, ça leur fait un peu une belle jambe, quoi. Mais en fait, c'est pas une bonne solution parce que oui, OK, ils se seraient implantés, ils auraient créé 1 000 emplois sur site, mais ils auraient détruit 2 000 emplois dans les commerces de la région et c'est aussi les classes populaires qui bossent dans les commerces. C'est aussi les classes populaires qui bossent dans les galeries marchandes autour et cetera. Donc ils vous disent: «Pour un emploi créé, notamment pour vos fils», parce que c'est souvent les hommes qui travaillent dans la logistique, c'est 2 emplois qui auraient été détruits pour vos filles parce que c'est à l'inverse dans le commerce beaucoup de plus de femmes en masse qui travaillent, dans les magasins statistiquement et ça les gens ne le voient pas. En fait, le problème c'est que comme c'est pas visible, on voit juste les 1 000 emplois qui sont pas créés, mais C'est ça. on voit pas les 2 000 emplois qui sont détruits. Donc c'est ça que je réponds et par ailleurs, en fait, le turnover, dans les entrepôts Amazon et c'est-à-dire le ouais, la rotation, les gens quittent Amazon très vite parce que c'est insupportable. Les gens restent pas plus de 2 ans. C'est un métier qui vous broie. Vous êtes payé au SMIC, mais vous avez au bout de 2 ans des troubles, soit du stress, soit des troubles musculo-squelettiques, très, très importants. Les gens sont broyés, en fait. C'est très dur, c'est un métier très dur et là, on le voit sur l'agence de livraison à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc dans l'agglomération. Voilà, ils font travailler des sans-papiers. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils exploitent les gens jusqu'à la moelle et donc c'est pas un emploi dont on veut. Les gens locaux, finalement, arrêtent d'y travailler très rapidement, donc on fait venir des gens de plus en plus loin. Les chauffeurs de poids lourds sont des travailleurs détachés, qui restent des journées entières à attendre leur livraison sans toilette, sans pouvoir accéder aux toilettes, sans pouvoir manger, enfin voilà. C'est ça Amazon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas accepter ça et que par contre, il faut absolument se donner les moyens de relocaliser l'industrie, des vraies activités industrielles de fabrication, par exemple de textile, par exemple d'électronique, par exemple de plein de choses et ce qui est totalement possible quand on met en œuvre un programme protectionniste comme celui de l'Union populaire et c'est aussi une des à part la police, à part le climat, c'est aussi la 3e raison pour laquelle j'étais vraiment, convaincue par l'Union populaire, c'est ce volet protectionnisme, protection contre le dumping, mais de façon écologique et solidaire avec les autres pays, du Sud notamment. Parce que pour travailler sur ces sujets-là, on ne peut relocaliser, si on n'a pas une politique protectionniste. Pour que je comprenne bien, tout ton savoir sur Amazon et tout ça là que tu déplies et c'est magnifique, tu le tiens de ton travail, au sein des Amis de la Terre, c'est ça? Ou c'est autre chose? Ou c'est un petit hobby Non, comme ça personnel, c'est mon travail au sein des Amis de la Terre. J'ai commencé à bosser sur ce sujet, il y a 5 ans. J'étais activiste sur le climat pour le climat depuis 7 ans. Je me suis choisi un combat, j'ai choisi Amazon et en fait, en déroulant les fils, c'est très intéressant d'avoir une cible, même si on nous a reproché d'être un peu obsédés. Bon déjà, c'est pas de trop, hein, quand on veut s'attaquer à une entreprise comme ça de Non, pas moi la j'aime bien les obsessions. Moi je suis pas contre. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en déroulant les fils, ça permet de comprendre énormément de choses. Voilà, j'ai appris sur l'industrie, j'ai appris sur le commerce, j'ai appris sur les élus locaux, les corruptions locales, sur le gouvernement, sur plein de choses et voilà, c'est comme ça que je me suis fait, mon expérience. En décembre, tu es approché ou tu approches, j'aimerais savoir, le PUP, hein. Alors à l'époque vous aviez pas vu McKinsey, hein, donc c'était PUP, maintenant c'est NUPS, hein. Alors le PUP, c'était le Parlement de l'Union populaire. Pourquoi tu décides d'y aller en dehors des raisons que tu as données en début d'émission? C'était des approches réciproques parce que du coup, moi j'y pensais déjà depuis longtemps et j'avais essayé un peu de tâter un peu l'ambiance mais en même temps j'étais un peu timide. J'osais pas trop, enfin j'osais pas écrire vraiment, aux députés, par exemple, que je connaissais et puis, en fait, j'ai reçu un message de Mathilde Panot, un SMS, un peu après la création du PUP, justement
voilà, en disant qu'elle s'en voudrait si elle me de pas me proposer, de venir, Là, je sonde l'âme humaine. Quand on passe du combat, de l'opposition, de la documentation comme tu viens de dérouler là, par exemple sur Amazon, à une aspiration qui est celle de gérer, il y a pas il y a pas une bataille dans sa tête par rapport à ça? pour moi, j'ai l'impression de continuer le combat que j'ai mené, notamment sur Amazon. Si je pouvais être élue députée dans le cadre d'une majorité, encore mieux. Enfin là, ça me permettrait, d'achever ce que j'ai pas pu achever du côté des mouvements sociaux, et notamment, comme je le disais, dans la loi climat où en fait, malgré le fait qu'on ait mis tout le monde d'accord, malgré le fait qu'on ait le soutien des petits commerçants qui représentent 2 millions d'emplois et cetera, on n'a pas réussi à surpasser, l'opposition d'Emmanuel Macron, d'un seul homme en fait, parce que c'est ce qui s'est passé, enfin de 2 hommes, lui et son conseiller Alexis Collère, on va dire ça très clairement. Ça me permettrait en fait d'achever ce que j'avais pas réussi du côté des mouvements sociaux à achever. Par contre, effectivement, c'est pas du tout la même posture aussi et la même, on n'incarne pas du tout la même chose, déjà. Moi, je vois le regard des gens, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire? Heu, Bah, en fait, quand on est activiste, et qu'on prend des risques, pour sa cause, ce qui a été mon cas, parce que j'ai aussi été en procès et cetera. Bon, même qu'on soit d'accord ou pas avec nous, on est les gentils, on est ceux qui se sacrifient pour tout le monde. Enfin, bizarrement, tout le monde nous veut plus ou moins du bien. Enfin, en tout cas, on n'est pas suspectés, d'agir par ego, par ambition personnelle et on est quand même relativement épargnés, je trouve, des critiques. Alors que quand on se lance dans un projet politique et quand on se présente à un mandat, en fait, d'un coup, je vois dans le regard des gens, forcément, je peux être l'opportuniste de service, je peux être la personne qui a un agenda caché, je peux être parce que la politique, c'est le pouvoir et du coup, ça veut dire qu'on veut le pouvoir, donc est-ce qu'on le veut pour nous-mêmes et cetera et le regard des gens, même quand ils ne le disent pas, change énormément et ça, c'est pas forcément facile et puis par ailleurs, la posture que nous, on peut avoir, par rapport à certains sujets et le fait qu'on soit obligé de composer, les différentes, à la fois les différentes, alliances qu'on a, mais aussi les différents sujets, c'est quelque chose, qui s'apprend et qui est pas forcément évident quand on vient de l'activisme et que notre rôle, c'est de représenter l'avant-garde d'un sujet dans la société et de travailler la conscience sociale sur, par exemple, l'écologie. Aujourd'hui, je pourrais pas dire exactement, ce que je disais sur Amazon ou ailleurs, que quand j'étais activiste, par exemple et ça c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors, vas-y, vas-y, on est entre nous. Qu'est-ce que tu aurais qu'est-ce qu'il y a quelques mois, tu aurais dit sur Amazon que tu n'as pas pu dire là? Heu, non, ben, C'est non, une remarque, question piège, j'ai dit pas mal de choses, non? mais Non, pour mais autant, légitime. par exemple sur l'emploi, enfin sur les questions d'emploi, sur les questions de pouvoir d'achat, de TVA, voilà, quand on se balade, justement sur la 4e circonscription de Seine-Maritime, je peux pas dire aux gens, «Bah, les gens, va falloir moins consommer». Bon, déjà, c'est pas un truc qu'on disait aux pauvres en général parce qu'on expliquait, que voilà, les riches émettent plus, les riches consomment plus et que du coup, on n'avait pas une vision uniforme de ce qu'il fallait faire pour le climat. Mais néanmoins, moi, je travaillais sur la surconsommation. Pendant longtemps, on a tenu le haut du pavé sur ça, c'est-à-dire il faut réduire la production. Ça, je le dis toujours évidemment parce que c'est le fond du problème. Mais voilà, sur les questions de conditions de travail, des Ouïghours ou des salariés, en Chine et cetera. Enfin, quand on est soi-même, candidat dans une circonscription où il y a 28 de chômage, 30 de pauvreté et cetera, c'est une manière de présenter les sujets, et de s'ancrer qui est pas la même. Tu parlais du regard, qui change sur toi de par le statut, là, aujourd'hui, tu es candidate. Qu'est-ce qui fait le plus d'effet? C'est le regard des anciens copains activistes ou le regard, enthousiaste des nouveaux, compagnons de route militants? C'est intéressant. Non, je dirais c'est le Ah bien sûr, regard, c'est intéressant, tu es au poste ici, non, non, tu crois mais que tu es où là? je fais une psychanalyse, c'est au C'est ça? divan, sur le divan. Non, mais en fait, moi, je dirais que, bah, en fait, les anciens activistes sont très contents, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart, enfin, tous mes camarades m'ont soutenue, très, 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 très fortement et j'ai plein de camarades qui s'impliquent dans la campagne, en off, et c'est vraiment un plaisir, donc je me sens pas coupée de ma famille, ça c'est chouette. Non, c'est le regard des gens dans la rue en fait, enfin des gens qu'on rencontre en porte-à-porte et cetera. Parce que quand on est activiste, bon déjà on est moins censé aller vraiment à la rencontre de tout un chacun, comme nous on le fait. Enfin le porte-à-porte, c'est quand même quelque chose, que je recommande à tout le monde de faire une fois dans sa vie parce que
vous entrez dans l'intimité un peu des gens, ils vous racontent des choses, voilà, sur leur vie, sur comment ils vivent. Mais du coup, c'est le regard de ces gens-là sur ce que c'est la politique et donc de fait sur ce que je suis moi pour eux, c'est-à-dire peut-être une énième politicienne qui vient pour avoir le pouvoir parce que chez nous, les gens sont très désabusés, on va pas se mentir. Cette Circo, c'est l'ancienne Fabiusi. C'est vraiment un des bastions du parti socialiste. Marine Le Pen est arrivée en tête, au 1er tour de la présidentielle sur ce territoire. On a 1 200 voix d'écart, l'Union populaire avec elle, donc c'est vraiment un mouchoir de poche. Mais néanmoins, Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'ancien bastion du parti socialiste. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est des gens qui votaient socialiste avant et qui votent maintenant beaucoup, qui votent Rassemblement national et qui pour eux, la gauche n'existe plus. La gauche est morte avec le parti socialiste. Pour certains, elle renaît avec l'Union populaire, pour d'autres, elle est toujours enterrée. Et donc quand on arrive, il y a une colère extrêmement forte, une défiance extrêmement forte. Du coup, de fait, si j'arrive au nom de l'Union populaire en disant, «Votez pour nous», bah, j'incarne ça et ça, c'est violent. Ça, c'est très violent. On incarne les générations de politiciens qui ont déçu, trompé, trahi quand on se lance dans la politique. Kaof 94, que je salue. Êtes-vous préparé intellectuellement et psychologiquement à risquer de recevoir un torrent de boue durant la campagne? Parce que là, il y a une violence, alors elle s'exerce pas tout à fait sur toi, je ne crois pas, mais on le sait sur d'autres, notamment par les réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, samedi, à l'investiture, vous avez eu droit à un débrief psychologique ou quelque chose en vous disant: «Bah, voilà, il faut vous armer», ou alors on vous envoie au front comme ça? On nous envoie un petit peu au front parce qu'on est très nombreux et que bon, les négociations en vérité ont pris tellement de temps que enfin 13 jours, c'est en fait, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, 13 jours, c'est rien parce que par rapport au pas historique que ça représente, mais 13 jours, jour et nuit, ça fait plus de 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles de nos de nos parrains et marraines, de l'Union populaire parce qu'ils sont tous en train de négocier, donc voilà, donc c'est vrai que et puis la campagne est extrêmement courte et donc on est un peu, oui, de certaine manière, on va au front, on va au combat, et on est des soldats, quoi, donc on y va, sans forcément, tous les équipements de protection. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup je dis ça, mais il y a beaucoup de solidarité, chez les gens, de la NUP. Beaucoup de solidarité au sein de l'Union populaire, vraiment, vraiment, vraiment. Les députés, nous soutiennent, nous-mêmes, on se soutient entre nous, les nouveaux arrivants, vraiment, enfin de façon très, très, très marquée. Je pense que tu faisais référence à Ta, tout à l'heure, voilà, donc bon, bah, Ta, a annoncé, voilà, son probable retrait de la campagne. C'est bon, c'est assez triste, c'est même très, très triste. Ta, en fait, a été quand même très défendu, hein, par tous les députés à la télé de nombreuses fois. Ça n'a pas suffi, mais on n'est pas livré à nous-mêmes. On est à chaque fois défendu dès qu'il y a un plateau télé, dès qu'il y a des attaques, mais c'est vrai que des fois, c'est trop fort pour pouvoir se défendre. On a aussi un petit réseau de candidates, enfin, un réseau féministe de soutien aux candidates, femmes de la NUPES qui est animé, par, ma chère Caroline Dehaas aussi pour nous aider justement à faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux, aux attaques sexistes et cetera. Moi, j'ai pas encore à subir une vague, de ce type-là, mais je m'y prépare. Je sais que je vois pas pourquoi j'en serais, exemptée et je sais pas ce que ça me fera, mais bon, on tiendra bon, j'espère. Quel gage vous donnez, la NUPS, par rapport au fait de ne pas être corruptible? Puis la vraie garantie, vraiment sérieuse, c'est qu'on veut mettre en place, pardon, un système de révocation des élus, en fait, qui permette de contrôler, l'action des élus, y compris nationaux, donc y compris les députés, y compris même, bon, bah, pas le président parce que du coup, nous n'aurons pas le président, mais en tout cas, si on pou enfin et je pense que la réforme constitutionnelle qui l'impliquerait lui, sera quand même difficile à avoir, même si on avait la majorité, si on n'a pas le président de la République avec nous. Donc on va être quand même limité, malheureusement, dans ce qu'on peut faire institutionnellement côté sixième République, par le fait que ce soit Emmanuel Macron, le président et que ça va bloquer forcément sur ces questions constitutionnelles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place la révocabilité des élus en cours de mandat, avec un quorum, évidemment, un nombre suffisant de personnes, pour pouvoir, rendre au peuple, le pouvoir de décider et sortir de ce système mortifère où on élit, tous les 5 ans quelqu'un qui nous fait des promesses et qui après n'est plus redevable de rien pendant 5 ans et qui revient, Est-ce que ta relation aux médias, par exemple, a changé, de par ton changement de statut?
d'activiste à candidate. Un petit peu effectivement dans la manière dont on est, un peu, traité, en plateau. Les médias sont quand même plus incisifs, plus agressifs, avec les politiciens, qu'avec, les activistes. Ils vont vous chercher la petite bête, ils vont vous parler des affaires politiques d'un tel et un tel, ils vont vous sommer de répondre sur des choses, voilà, donc il y a quand même ça. Mais globalement, et je dois le dire, j'étais quand même, j'ai reçu plein de messages de soutien de journalistes, je dirais pas Hein? leur nom évidemment, ouais, Sans déconner? c'est vrai, ouais, 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 c'était assez plaisant, ouais. Non, du coup, j'étais agréablement surprise parce que du coup, c'est des gens qui, voilà, qui je pensais pas forcément et qui ont pas décidé de marquer une distance et qui ont dit, bon, en off évidemment, Bien sûr. qu'ils soutenaient ma démarche et qu'ils étaient contents, et puis qu'ils trouvaient que la NUPES, c'était quand même une bouffée d'air frais, et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Parce que c'est vrai qu'on a oublié, nous, on a fait 22 à la présidentielle et là, si on en croit les sondages, on va faire 34 ou 37. C'est quand même, colossal. Tu es en pleine campagne, je vais être obligé de te libérer évidemment pour que tu ailles retrouver tes amis journalistes clandestinement, dans une arrière-salle d'un café, d'un tripot, rouennais. C'est quoi les jours qui viennent pour toi? Porte à porte, tout le temps. Tu es un peu une livreuse Amazon de la politique? Bah oui, c'est ça, Toc c'est marrant toc. parce que et d'ailleurs, on se croise avec les livreurs Amazon, dans les tours et on discute souvent de leur, de leur quotidien, il y Ouais. en a qui sont plutôt contents, il y en a qui sont désespérés, c'est assez intéressant. Et ça sert à quoi le porte-à-porte? Porte à porte, c'est dire aux gens de retourner voter, et leur expliquer à quoi ça sert un député et la constitution un peu, voilà, donc c'est aussi de l'éducation populaire, c'est la première des choses et ça on peut pas le faire sans ça parce que malheureusement sur les réseaux sociaux et cetera, on n'arrive pas à toucher tous les cercles, quoi, et notamment les jeunes. 2e effet, essayer de convaincre les gens qui ont voté Marine Le Pen, de basculer, vers l'Union populaire, enfin la NUPES et je dis ça, ça paraît utopiste, mais en fait ça arrive beaucoup. On convainc beaucoup de gens, qui votent Rassemblement national, de voter Union populaire. En tout cas, enfin ça arrive parce que les raisons et les colères sont souvent les mêmes et qu'en fait avec pas mal de discussions, on peut faire ça. Donc nous, on a aussi un rôle de barrage à l'extrême droite de terrain. Enfin c'est notre programme qui est le barrage à l'extrême droite ici et donc voilà, ça c'est un truc et on ne peut le faire qu'en parlant aux gens. On ne peut faire qu'en allant à la rencontre des gens et aller à la rencontre des gens chez eux, ça marche mieux que de les croiser dans la rue, même si on fait aussi les marchés et tout ça, parce que les gens sont moins pressés, sont plus dans l'intime, prennent plus le temps d'écouter, de réfléchir et de surtout de parler de leur vie. Qu'est-ce qu'on n'entend pas, par exemple dans les à la radio ou à la télévision, qui Mmh. ressort dans les discussions? OK. Bah, ce qui est intéressant, bon, ce que je disais, chez une partie des gens, un dégoût de la politique extrêmement profond et extrêmement viscéral. Chez les jeunes, il y a un sentiment d'impuissance et de désintérêt, mais qui est en fait aussi d'abandon, assez fort. Enfin, vraiment beaucoup de jeunes qui disent: «Ah mais vous savez, moi je comprends rien». Voilà. Mmh Ah mh. ça c'est donc une espèce de après c'est vraiment très populaire, hein, là où on va, donc c'est vraiment des gens, voilà qui galèrent et qui voilà, eux-mêmes d'emblée, d'entrée de jeu, se disqualifient en disant: «Je comprends rien, je peux pas comprendre, ça m'intéresse pas». Donc un vrai sentiment, qui je pense aussi reflète un sentiment d'exclusion plus général qui est assez douloureux et puis après, beaucoup de pauvreté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté et en ce moment, surtout avec les prix qui explosent, les gens parlent beaucoup, beaucoup de ça. Il y a des gens qui doivent sauter des repas. Il y a des gens qui, il y a des gens qui lâchent leur travail, parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est trop cher. Il y a des mamies, qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible. Enfin voilà. Enfin c'est des réalités, qu'on voit et ça et dont ils nous font part. Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de raconter leur vie quand on sonne à leur porte, c'est normal, mais voilà et ça fait vraiment du mal. Merci beaucoup. Et merci à toi David, vraiment, voilà, merci beaucoup d'être, qui tu es et merci de m'avoir invitée. Mais, on continuera quand tu seras député, hein, faut faire attention. Bah, avec plaisir, moi je reviens quand tu veux.